Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue à la grande édition de l'information sur Equinox Télévision. Au menu de ce 20h, match Cameroun-Cap-Vert, les balbutiements d'une préparation. Censée démarrer en matinée, la toute première séance d'entraînement des Lions Indomptables s'est finalement tenue en fin de soirée au stade militaire de Yaoundé. Principale cause de ce grave retard observé, la bataille pour le contrôle et la gestion de l'équipe qui fait rage entre le ministre des Sports et de l'Éducation physique et la Fédération camerounaise de football. Du ministre Narcisse Mouelekombi et Samuel Eto'o, aucun des deux dirigeants ne veut lâcher prise, mettant en péril la tanière au rythme d'un désolant spectacle d'épuisière entre l'Hôtel des Lions et leur stade d'entraînement. Quel état d'esprit pour les Lions à 5 jours du premier match qualificatif à la Coupe du Monde 2026? On fait le point d'une folle journée de désaccord dans la recherche d'une union sacrée dans ce journal. Massacre des villageois, fonctionnaires et autres agents de l'État dans les régions anglophones du Cameroun. La saignée se poursuit, mais cette fois dans le nord-ouest. Le délégué départemental des sports et de l'éducation physique pour le Dongamantoum vient d'être abattu à bout portant par des combattants séparatistes. Fournier d'Éric tombe quelques jours après l'assassinat du maire de Bello et 2 de ses adjoints le 20 mai, ainsi que les 6 gendarmes mitraillés à bord de leur véhicule à Yumondjok dans le sud-ouest. Le gouvernement assure-t-il encore pleinement la sécurité des populations dans cette partie du pays devenue presque un no man's land? On en parle dans cette édition du 20h. Une fois de plus, bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Merci de nous recevoir chez vous. Et avant l'ouverture du dossier brûlant du 20h, évoquons la crise dans les régions du nord-ouest et sud-ouest. À quand la fin de la saignée dans ces régions? Fournier d'Éric, délégué départemental des sports et de l'éducation physique dans le Dongamantoum, a été froidement abattu par des combattants séparatistes. Des tueries quasi quotidiennes qui ont également coûté la vie à des élus locaux des forces de défense et de sécurité au mois de mai, alors que l'État est visiblement toujours en panne de solutions. Voyons tout cela dans ce reportage de Innocent Abega et Kevin Tiogo. Du sang a encore coulé dans la région du Nord-Ouest le week-end dernier. Fournier d'Éric, dont le nom vient de s'ajouter à la longue liste des victimes de la crise anglophone, occupait jusqu'à sa mort samedi dernier les fonctions de délégué départemental des sports et de l'éducation physique du département du Dongamantoum. La disparition brutale de ce cadre d'administration crée une onde de choc au sein des proches. Le délégué a été froidement assassiné dans une attaque orchestrée par des présumés séparatistes à Taba, dans le dit département. Cette rivière de sang dans les régions en crise du nord-ouest et du sud-ouest a continué de couler courant le mois de mai. Le 10 mai dernier, une embuscade tendue par les sécessionnistes a coûté la vie à au moins 5 éléments des forces de défense et de sécurité à Eyumodjok, dans la Magno, région du sud-ouest. Le maire de la commune de Bello dans le nord-ouest et autres personnalités qui l'accompagnaient ont eux aussi perdu la vie le jour de la célébration de la 52e édition de la fête de l'unité nationale. Une attaque également revendiquée par des combattants séparatistes. À ces drames s'ajoute l'explosion de 2 bombes le 28 mai dernier dans un débit de boissons à Bamenda. Bilan, 2 morts et une trentaine de blessés. La situation sécuritaire dans ces régions s'enlise malgré les assurances du gouvernement camerounais. Le conflit qui sème la désolation depuis environ 8 ans a déjà ôté la vie à plus de 6000 personnes et des centaines de milliers de déplacés, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. 1,5 million, selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, OCHA. Et depuis le début de cette guerre fratricide, les bassins de production du nord-ouest et sud-ouest sont confrontés à l'écoulement de leurs produits. Le constat a été fait par la société civile. Voyons tout cela dans ce reportage de Colin Tanda, Daniel Warenze 2 et Julien Guignondé. Et je vous le disais, depuis le début de cette crise dans les régions du nord-ouest et sud-ouest, les bassins de production du nord-ouest et sud-ouest sont confrontés à l'écoulement de leurs produits vers les métropoles. Le constat a été fait par la société civile. Colin Standa, Daniel Warenze 2 et Julien Guignondé.
Et je vous le disais, nous n'allons malheureusement pas avoir ce reportage de Julien Guéyondé dans cette édition du 20h. Parlons santé à présent. Évoquons cette révolution dans le secteur médical camerounais. Dès le 1er juillet prochain, la délivrance des médicaments est désormais soumise à une prescription sur ordonnance. C'est l'essentiel d'un communiqué signé du président de l'Ordre national des médecins du Cameroun, le docteur Rodolphe Fankwa. Si cette réforme a pour but d'assainir le secteur médical, elle soulève quelques inquiétudes. D'autres précisions dans ce reportage de Girès Yopar et Claudia Issia. Et ce reportage de Claudia Issia que nous aurons certainement avant la fin de cette édition du 20h. Ouvrons le dossier brûlant du journal. Nous parlons sport. C'était plutôt une ambiance des jours ordinaires pendant une bonne partie de la journée au siège de la Fédération camerounaise de football. En dehors du bus garé au parking de la FECAFOOT et la présence de quelques personnes qui ont leurs habitudes dans les environs, rien de spécial tel que l'on constaté. Nos reporters Marcelin Gansop et Emmanuel Diop. C'est un lundi plutôt calme ici au siège de la Fédération camerounaise de football, un décor habituel. En dehors de ce bus des Lions indomptables du Cameroun, stationné ici, dit-on, depuis hier soir, après son départ de l'hôtel Hilton de Yaoundé, où les Lions sont logés depuis leur arrivée. Le bus est donc maintenu ici, alors que dans les prochaines minutes, les Lions indomptables doivent s'entraîner au stade militaire de Yaoundé. Évidemment, la raison est simple, c'est que la Fédération camerounaise de football n'est pas d'accord avec ce qui se passe jusqu'ici, raison pour laquelle, hier en fin de journée, elle a décidé donc de ramener ce bus ici au siège de la dite fédération. Pour le reste, je l'ai dit, c'est une ambiance qui n'est pas très différente des jours ordinaires. On voit des personnes qui viennent et entrent. C'est vrai, tout à l'heure, nous avons aperçu un des responsables de la fédération, ou tout au moins de l'équipe de Samuel Eto'o-Fils, à savoir Ernest Obama. Malheureusement, n'ont pas pu échanger avec lui pour savoir, ou au moins avoir les dernières informations au niveau de la fédération. Est-ce qu'il y a par exemple un comité d'urgence qui serait programmé dans les prochaines heures ou même d'ici à demain? Quelques personnes qui sont habituées à ces lieux sont ici. On les a vus d'ailleurs tout à l'heure ergoter un tout petit peu autour des sujets liés non seulement aux Lions indomptables du Cameroun, mais également à l'actualité autour de la Coupe du Cameroun qui se dispute en ce moment. Donc voilà un peu l'ambiance ici au siège de la fédération qui, je le rappelle, pour l'instant est calme. En dehors vraiment de quelques employés qu'on a vu entrer tout à l'heure. Certains revenaient de leur pause déjeuner de midi. En dehors de ces employés, on n'a véritablement pas perçu un haut responsable de la fédération. Certains sont certainement dans leur bureau, d'autres certainement aussi à l'extérieur du siège de la fédération. Et rappelons que ce reportage de Marcelin Gansop a été réalisé bien avant la réunion du comité d'urgence de la Fédération camerounaise de football, dont le communiqué final a été rendu public cet après-midi. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et à quelques jours de la rencontre entre le Cameroun et le Cap-Vert, les Camerounais sont inquiets de la tournure prise par le conflit entre la FECAFOOT et le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Face au durcissement des positions de Samuel Eto'o-Fils et le ministre Narcisse Moelle-Kombi, certains craignent le pire pour l'équipe nationale. Il s'exprime dans ce reportage d'Emmanuel Diop et Ben Christy Moudjou. À quelques jours de la rencontre entre les Lions indomptables et les Requins bleus du Cap-Vert, le conflit entre la FECAFOOT et le ministère des Sports et de l'Éducation physique préoccupe les Camerounais. Si vraiment ils mettent dans la tête qu'il y a la guerre entre MINSEP et la FECAFOOT, vraiment ça va impacter sur leur psychologie. On veut le match, donc s'ils peuvent faire la paix, nous faire jouer, c'est l'essentiel. Alors que le bras de fer entre Samuel Eto'o et Narcisse Moelle-Kombi se durcit dans la rue, les positions des Camerounais sont plus que jamais tranchées sur le sujet. Nous on veut Eto'o, ils disent trop la vérité, on veut Eto'o. Si le grand frère Samuel Eto'o peut aussi suivre aussi le problème des Camerounais, il devait laisser à son grand frère parce que le ministre c'est son grand frère. Samuel Eto'o doit se rabaisser. Seulement nous l'aimons beaucoup. Nous ne voulons pas que la chute du Cameroun vienne parler. Le ministère, c'est un domaine du gouvernement. Par contre, l'histoire de la FECAFOOT est un domaine de Samuel Eto'o.
Pour bon nombre de Camerounais, l'escalade du conflit entre la FECAFOOT et le MINSEP traduit une migration de l'affrontement du sport vers le champ politique. Le ministère des Sports et la FECAFOOT, ils sont en train de jouer un jeu où nous, tous les Camerounais, on est dépassés. J'ai comme l'impression que ce n'est même plus du sport qu'il s'agit. Ils ont quitté le champ du sport pour tomber dans les champs politiques. C'est ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Une migration qui inquiète alors que les positions se durcissent de plus en plus dans les deux camps. Et comment l'homme de la rue, le citoyen lambda de la ville de Douala, vit cette situation qui ne cesse de s'enliser entre motion de soutien au président de la Fédération camerounaise de football et les partisans du ministre des Sports. Les supporters des Lions indomptables se confrontent dans ce reportage que signent Théophile Tchunke et Ulrich Gonomala. L'on pensait déjà que c'était terminé le 30 mai dernier avec la publication par la FECAFOOT de la liste dite définitive du staff technique devant encadrer l'équipe nationale des Lions indomptables. Mais la guerre froide entre l'instance fêtière du football et sa tutelle a mis en exergue un autre épisode, divisant davantage les fans du football. À regarder la chose de près, j'ai comme l'impression que c'est la FECAFOOT qui est dans son droit. Sauf si on venait à nous démontrer le contraire. Et ton fils est un enfant que Dieu a béni. Il a son argent, il n'a pas pris la FECAFOOT pour s'enrichir. Il a pris pour redresser. C'est ça que les gens ne le veulent pas là-bas. On ne met pas le dans le fourri. Des supporters des Lions qui ne cachent pas leur motion de soutien envers la présidence de la FECAFOOT, dont le secrétariat dit bénéficier des hautes institutions du chef de l'État. Un argument pas vraiment logique pour le camp opposé. Ça m'éloigne de la logique gouvernementale. Je ne sais pas si la FECAFOOT est devenue aujourd'hui un membre du gouvernement pour recevoir les hautes instructions directement du président de la République. Je n'ai pas vu exactement la lettre qui accrédite la FECAFOOT d'utiliser les hautes instructions. Par contre, de l'autre côté, au niveau du ministre, on a vu quand même une autre qui est sur le net, chacun peut feuilleter et voir. Il y a un troisième camp, notamment celui de la société civile, qui décèle des enjeux hautement politiques dans cette affaire. Il demande l'arbitrage définitif de la magistrature suprême. Que les deux camps, effectivement, soient frappés avec toute la sévérité possible. Parce que de tout ce qu'on voit, on fait tout sauf le football. Les camps se divisent. Chaque personne à son niveau est en train de défendre. Soit on vous appelle l'églisier, soit on vous l'appelle hibou. Tous ces éléments-là, en fait, ça n'augure pas l'unité du Cameroun. Naturellement, autant on ne peut pas piétiner les lois de République, autant on ne peut pas piétiner une légende de Samuel Eto'o. Pour moi, je suis tellement touché par cette situation. Je souhaite qu'elle trouve rapidement une solution. Le bras de fer se durcit entre la FECAFOOT et le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Une situation qui perturbe la préparation des Lions indomptables à quelques jours du match contre le Cap-Vert à Yaoundé. Clap de fin pour la 24e édition des Jeux universitaires 2024. Présidée par le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, la cérémonie de clôture a connu son apothéose avec le sacre de l'Université de Yaoundé 2 et l'annonce d'une nouvelle formule de la compétition. Le championnat zonal universitaire, arrêté depuis quelques années par le Conseil fédéral de la FENASU, démarrera en 2025 et ce format sera implémenté dans 4 zones. Présentation dans ce reportage de Martin Abanda et Josiane Ngok. La 24e édition des Jeux universitaires qui s'achève à Guerroy sera la dernière du genre, a fait savoir le ministre de l'Enseignement supérieur, président du Conseil fédéral de la Fédération nationale du sport universitaire. Cette annonce est contenue dans un communiqué signé du 2 juin dernier, dans lequel est largement détaillé le nouveau format des Jeux validés au cours de la 7e session du Conseil fédéral tenue le 7 février dernier à l'École nationale supérieure de l'Université de Yaoundé 1. Il a été convenu que les phases finales des Jeux universitaires se dérouleront après 2 ans. L'année avant sera consacrée à un championnat zonal qui sera déconcentré en 4 zones selon l'ordre alphabétique lié à chaque région. La zone A, elle abritera les compétitions des institutions publiques et les instituts privés d'enseignement supérieur de l'Adamawa, de l'extrême nord et du nord. La zone B, elle couvrira les institutions publiques et instituts privés d'enseignement supérieur du centre, de l'est et du sud. Zone C concernera les institutions publiques et instituts privés d'enseignement supérieur du littoral et du sud-ouest. La zone D, quant à elle, va abriter les institutions publiques et instituts privés d'enseignement supérieur du nord-ouest et de l'ouest.
pour l'année 2025 où cette formule va prendre effet, les villes devant abriter la phase zonale sont déjà connues. Pour la zone A, la ville hôte sera Marois. La zone B tiendra ses compétitions dans la ville de Bertois. Zone C dans la ville de Boya et Tchang pour la zone D. Au terme des zonaux, les athlètes des institutions publiques et instituts privés qui auront le mieux performé se retrouveront en phase finale dans la ville des Boulova l'année suivante, c'est-à-dire en 2026. Le Conseil fédéral de la Fédération nationale des sports universitaires entend par là élargir les espaces d'animation sportive universitaire et occasionner une plus grande participation de par sa proximité et son ancrage territorial. Cette formule devrait être moins coûteuse et plus fonctionnelle selon l'organe en charge. Et en santé, évoquons cette révolution dans le secteur médical camerounais. Dès le 1er juillet prochain, la délivrance des médicaments est désormais soumise à une prescription sur ordonnance. C'est l'essentiel d'un communiqué signé du président de l'Ordre national des médecins du Cameroun. Si cette réforme a pour but d'assainir le secteur médical, elle soulève quelques inquiétudes. Voyons tout cela dans ce reportage de Jiré Siopa et Claudia Issia. D'après ce communiqué du 30 mai signé par le président de l'Ordre national des médecins, à partir du 1er juillet 2024, il faudrait se munir d'une ordonnance signée par un médecin et établie sur un papier en tête comportant la dénonciation de la formation sanitaire, les noms et prénoms du médecin, sa spécialité, son adresse complète et surtout son numéro d'inscription à l'ordre pour acheter un médicament dans les pharmacies. Tous les autres ordres professionnels devraient aussi s'impliquer dans cette mesure qui devrait avoir pour objectif l'amélioration des soins de nos populations. Pour les pharmaciens, il est nécessaire que certaines mesures soient prises avant l'application de cette décision. C'est normal qu'ils demandent qu'on puisse présenter une ordonnance dans une pharmacie, mais je pense quand même que les conditions doivent être réunies dans un environnement avant d'avoir une exigence pareille. Le premier problème, c'est qu'il devrait s'associer au président de l'ordre des pharmaciens pour discuter avant de prendre une telle mesure, parce que c'est deux ordres complémentaires. Le Cameroun compte un médecin pour 1000 habitants, des chiffres qui inquiètent les pharmaciens. Il faut être sûr que dans toutes les régions du Cameroun, il y a un médecin. Il faut se mettre d'accord, se donner un délai de début d'application avec un début de dérogation et voir comment ça va fonctionner. Sinon, on va entrer en cacophonie et l'informel va reprendre le dessus. Certains observateurs redoutent que la mesure de l'ordre des médecins réduise l'accès aux soins. S'il faille rencontrer un médecin, est-ce que le Camerounais moyen a la possibilité de rencontrer un médecin? Est-ce que la consultation chez le médecin, le prix sera bas? Ou alors, est-ce que la consultation chez le médecin sera gratuite? Si oui, je pense que c'est une très bonne initiative d'exiger une ordonnance avant de vendre un produit en pharmacie. Sinon, je pense qu'il faudra encore regarder le problème en profondeur. L'achat des médicaments se fait en grande partie de façon informelle au Cameroun en raison des faibles revenus des populations. Pour les usagers s'approvisionnant en pharmacie, les médicaments sont en général servis selon la demande du client sans ordonnance. Dans l'escale internationale, les discussions entre le Bénin et le Niger sont au point mort au sujet de la réouverture des frontières pour l'exportation du pétrole. Au Sénégal et en Afrique du Sud, l'ANC vient de subir un revers politique. Le parti historique, vieux de 30 ans, a perdu sa majorité au Parlement. Le Congrès africain est à la recherche des alliés pour gouverner. Et enfin, au Mexique, pour la première fois dans l'histoire du pays, une dame remporte l'élection présidentielle. La mouture internationale porte la signature de Nadine Niambou. Et je vous le disais, à l'étranger, les discussions entre le Bénin et le Niger sont au point mort au sujet de la réouverture des frontières pour l'exportation du pétrole. En Afrique du Sud, l'ANC vient de subir un revers politique. Le parti historique, vieux de 30 ans, a perdu sa majorité au Parlement. Et au Mexique, pour la première fois dans l'histoire du pays, une dame remporte l'élection présidentielle. Nadine Niambou.
Prenons à présent des reportages. Orange Cameroun continue sa caravane de récompense de ses fidèles abonnés. L'entreprise de téléphonie mobile s'est déployée à Bafoussam et à Bakondi, c'est dans le département du Onkam, afin de procéder à la remise d'importants lots de 1 million de francs CFA aux abonnés ayant simplement souscrit au forfait via l'application Maxit ou en composant le code dièse 101 étoile 0 dièse. Reportage. Dans les rues de la ville de Bafoussam se déploie la caravane d'Orange Cameroun, dans l'optique de faire bénéficier à ses consommateurs les nombreux lots à leur portée. En bonus, 2 millions de francs CFA à se partager. Alors, la Beta qui gagne, un seul code, le dièse 111 étoile 0 dièse. Nous avons fait des lots gagnants. Nous avons mis en jeu les différents lots, à savoir 1 million chaque jour, des lots de 100 000 francs, des nombreux gagnants de 10 000 francs, des nombreux gagnants de nos TV Smart TV géants et des gigas offerts gratuitement à nos consommateurs. Gagnante de la somme de 100 000 francs CFA, cette jeune femme est dans un nuage et projette de réaliser un projet qui était jusque-là bloqué, faute de moyens financiers. I wasn't even sure it was for me, but finally I could win. So thank you, Orange. Thank you very much. I'll really use this money for great things. Thank you very much. Comme elle, tous les gagnants ont simplement acheté leur forfait à travers l'application Maxit ou en composant ce que beaucoup appellent désormais le code porte-bonheur. La porte des étoiles, c'est le dièse 111 étoile 0 dièse ou alors aller sur l'application Maxit et taper tout simplement son forfait. Vous serez très certainement le gagnant. I just had to press #111 *0# to win. Les nombreux lots ainsi distribués viennent confirmer l'engagement d'Orange Cameroun de toujours être aux côtés des abonnés qui au quotidien lui renouvellent leur fidélité. Quand Orange prend un engagement, Orange reste un engagement. La question pour nos consommateurs de quoi Orange Cameroun et de continuer à consommer Orange et de rester fidèle à Orange Cameroun. En plus des lots distribués pendant la caravane motorisée, les plus importants ont été remis lors d'une cérémonie solennelle déroulée à l'esplanade de la direction régionale ouest et nord-ouest d'Orange Cameroun, dans une ambiance festive. Cette campagne d'Orange Cameroun fait des vainqueurs même dans les zones les plus reculées du pays. À Bakonji, dans le département du Onkam, une caravane a été organisée à l'effet de remettre des lots à de nombreux gagnants de Smart TV de 55 pouces, des chèques de 100 000 et 1 million de francs CFA. Radio Lab, une innovation qui porte la signature d'Orange Cameroun et son partenaire FEDEC pour accompagner l'entrepreneuriat jeune à Kribi dans le département de l'Océan. L'inauguration du centre high-tech s'est récemment tenue en présence des autorités et du grand public qui saluent à juste titre ce projet novateur. Reportage. C'est la coupure de ce ruban symbolique qui ouvre la voie à l'innovation numérique à Kribi, appelé Radiolab, rendu possible par la fondation Orange Cameroun. Le Radiolab, c'est un Fab Lab solidaire, ça veut dire un laboratoire de fabrication solidaire. Solidaire parce que c'est avec un accès gratuit. Donc un laboratoire de fabrication, c'est très utile, notamment pour les jeunes. Ça va leur permettre d'imaginer des projets et de transformer leurs projets en réalité à travers plusieurs machines qui sont des machines haute technologie qui ont été donc déployées ici au diocèse de Kribi. Ce projet qui va transformer bientôt le quotidien des jeunes de Kribi est une idée de la Fondation pour l'environnement et le développement au Cameroun FEDEC, un partenaire de la Fondation Orange Cameroun. Le projet de ce matin particulièrement s'adresse aux jeunes des populations autochtones vulnérables de manière particulière, mais en général à tous les jeunes de l'océan et même d'ailleurs. Donc ce projet a pu naître à l'initiative de la FEDEC, mais avec un appui financier significatif d'Orange Cameroun. La fondation Orange Cameroun, en déboursant 38 millions de francs CFA pour ses équipements de pointe, a un objectif précis pour la jeunesse de Kribi. Donc c'est vraiment un projet qui va mettre le numérique au centre de la fabrication, qui va permettre d'accompagner la jeunesse à s'approprier les technologies du numérique et qui va permettre vraiment, on espère, de booster l'économie camerounaise. Pour le prophète de l'océan,
Cette initiative de la Fondation, qui contribue à résorber le problème de chômage auquel sont exposés les jeunes de cette localité, est à encourager. La compréhension de ces différents aspects de l'inclusion numérique me permet à juste titre de saluer ici l'implication et l'engagement d'Orange Cameroun, dont les actes concrets mettent en priorité les populations. Nous devons encourager et soutenir l'innovation sociale qui vise à utiliser la technologie pour résoudre les problèmes concrets auxquels sont confrontées les populations les plus vulnérables. Le solide partenariat est entre la Fondation Orange Cameroun et la FEDEC, avec le soutien notable du diocèse de Kribi. Nous pensons qu'il faut trouver des espaces, des moyens, des possibilités qui permettent à nos jeunes de s'exprimer intellectuellement et, je dirais, techniquement pour avoir un avenir. La Fondation Orange est à son 6e Fab Lab solidaire à travers le Cameroun et confirme ainsi son statut d'acteur majeur pour l'émergence d'un entrepreneuriat innovant. Et c'est avec ce public reportage que nous mettons un terme à cette édition du 20h réalisée par Éric Florent Ouattat, assisté de la rédaction centrale, le service technique et informatique. Merci de l'avoir suivi, mesdames et messieurs. Retrouvez dans quelques instants Serge Alonto et ses invités pour la deuxième partie d'Equinox Soir en direct de Yaoundé. Bien le bonsoir à tous.